Céline Calvez, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, députée des Hauts-de-Seine et spécialiste de l'éducation. On va en parler. Le Conseil national de la refondation s'ouvre aujourd'hui à Marcoussis. On apprend que ça sera à huis clos. Pourquoi ? Alors à huis clos, pas complètement, puisque le discours d'introduction du président de la République sera retransmis à partir de 9h30. Et ensuite, je pense que pour l'ensemble de ceux qui participent à ce Conseil national de la refondation, il y a sans doute besoin d'avoir cette constitution de cet ensemble. Ça peut être à huis clos, parce qu'on va définir quelles vont être les méthodes de diagnostic partagé et quels vont être les axes principaux de travail. Ça libère la parole d'être à huis clos. C'est effectivement pour libérer la parole. Et puis, on a besoin également de donner de la perspective, du calendrier à cette innovation démocratique qui se fait dans le droit fil de ce qu'a pu être la Convention citoyenne sur le climat. Le grand débat avant. Le grand débat, exactement, après la crise des Gilets jaunes. C'est une nouvelle manière de pouvoir mettre autour de la table des instances qui existent les unes les autres, des groupes politiques, des représentants, des syndicats, mais de les faire travailler ensemble et pas en chambre, chacun de son côté. Mais comme pour la Convention citoyenne, on vous accuse de vouloir court-circuiter le Parlement. C'est au Parlement que tous ces avis doivent remonter. Et en tant que parlementaire, moi je suis très fière de voir mis en place de tels outils de démocratie qui complètent la démocratie représentative. On n'est pas en train de confisquer le pouvoir au Parlement. En fait, ce qu'il va falloir bien comprendre, c'est que le CNR sera là pour partager un diagnostic, toujours intéressant avant de faire des propositions. Le Conseil national de la refondation, s'il fait des propositions, et si ça doit se traduire législativement, c'est le Parlement qui va disposer. Donc d'un côté, on a cette démarche de refondation, mais n'oublions pas que si législation, c'est le Parlement qui le fait. La plupart des oppositions boycottent ce Conseil national de la refondation, ainsi que de nombreux syndicats. Est-ce que ça ne va pas quand même le tuer d'entrée ? Non, ce que ça tue, c'est leur capacité à parler sincèrement aux Français. En fait, ceux qui boycottent aujourd'hui le Conseil national de la refondation sont les mêmes qui dénonçaient la verticalité du pouvoir du premier quinquennat. En fait, un peu de cohérence. Si on veut des débats, là, on a la proposition d'un Conseil national de refondation et on le boycotterait avant même de savoir comment il pourrait fonctionner. C'est plutôt... Voilà, le mot, vous l'avez utilisé, je l'ai repris, le mot boycott. Moi, je pense que le boycott n'a jamais été une véritable solution. Je pense que ceux qui s'étaient dit non intéressés, je pense notamment aux associations de représentants d'élus et qui finalement vont participer à ce Conseil national de refondation, sont dans la bonne démarche de regarder comment ensemble ça peut donner. On ne peut pas refuser le débat, on doit pouvoir y participer. Et c'est exactement ce que le Conseil national de la refondation invite à faire. Alors la présidente des Républicains, Annie Genevard, était à votre place hier et elle nous disait mais les diagnostics, on les a, les constats partagés, on les a faits, c'est des lois qu'il faut maintenant, c'est des actes. Que lui répondez-vous ? En fait, le diagnostic, vous savez, on est dans un endroit un monde complètement mouvant. On va avoir, après des crises sanitaires, climatiques, internationales, ça reconfigure. Le constat que l'on pouvait faire il y a 2 ans n'est pas forcément valable aujourd'hui, et on pourra en parler par exemple sur la question de l'énergie. Il faudrait surtout se dire que si moi j'ai un diagnostic, ne pas présumer que les autres le partagent. C'est pas forcément... En fait, il faut pouvoir le partager pour se dire, OK, on a la même vision sur le constat. Parce que présumer qu'on aurait le même constat alors que ce n'est pas le cas, ça ne pose pas les bases de la bonne recherche de solutions des nouvelles lois. Pourquoi pas ? Et c'est pas forcément les seules réponses à apporter. Alors, votre spécialité, c'est l'éducation. C'est un des sujets qui est inscrit au cœur du CNR. Qu'attendez-vous sur l'éducation de ce Conseil ? Le Conseil national de la refondation, il va devoir se pencher aussi bien sur la question de l'attractivité, comment on donne envie aux enseignants de devenir enseignants. On l'a vu cet été, c'est un vrai problème. La crise des vocations, elle est là. Elle n'est pas nouvelle. On essaye d'y répondre depuis le dernier quinquennat également en ayant revalorisé les entrées de carrière ou donné plus de primes à ceux qui exercent en réseau d'éducation prioritaire. Mais très concrètement, pour vous donner un exemple de l'esprit qui doit insuffler cette libération et sur lequel le Conseil national de la refondation pourra appuyer aussi. On a, dans la lignée de Marseille-en-Grand, décidé de donner la possibilité aux établissements d'innover, de faire de la pédagogie adaptée à quelle est leur situation. Alors toujours avec l'idée d'avoir un programme national commun à l'ensemble des établissements. Mais là, ce qui va se passer à partir d'octobre, c'est que le ministre Pap Ndiaye invite chaque établissement à se saisir de l'occasion d'un débat pour pouvoir
proposer un projet d'innovation pédagogique spécifique aux établissements. Et c'est pas seulement proposer un projet pour se faire plaisir, c'est proposer un projet qui pourrait être financé par un fonds d'expérimentation, d'innovation pédagogique qui a été déjà annoncé, qui fait 500 millions d'euros. Alors, 500 millions d'euros. Comment ça va se passer? Un établissement a un projet, il en débat dans le Conseil national de la refondation et il l'adresse à qui, son projet? Alors, il faut bien comprendre que le Conseil national de la refondation, il a cette instance comme l'instance de lancement aujourd'hui, mais l'idée c'est qu'il puisse se traduire aussi par des initiatives locales. Et une des façons de pouvoir traduire cet esprit de refondation, ce sont ces débats au sein des établissements. Ces établissements pourront proposer des projets qui seront vus par une commission, d'ailleurs dont les parlementaires pourront faire partie. Et ces innovations, ces projets d'innovation sélectionnés se verront ainsi financés. On aura une certaine indépendance et une envie comme ça d'inviter les établissements à se lancer dans l'innovation. Donc je pense que c'est assez concret parce que là, eh bien, on met à disposition de l'argent, c'est de l'investissement pour l'innovation pédagogique. Mais en revanche, le débat sur le salaire des profs et comment l'augmenter, ça sera les parlementaires, ça sera Alors, le budget. vous avez le budget, bien sûr, et donc on va commencer à en parler dès les semaines prochaines, mais ça fait aussi beaucoup l'objet de discussions entre le ministre et puis les représentants et syndicats des professeurs. Ça n'empêchera pas du tout qu'au sein du Conseil national de la refondation, si leurs membres considèrent que c'est un des sujets principaux sur lesquels s'investir, rien ne les empêchera de pouvoir faire des propositions en ce terme. À propos du budget, comment la majorité va-t-elle éviter le recours au 49.3, puisque voter le budget, c'est un acte de majorité, donc vous aurez toutes les oppositions contre? Alors, vous avez déjà des démarches qui ont été proposées par le ministre Gabriel Attal. Il a parlé des dialogues de Bercy où, dans ce mois de septembre, avant la présentation du budget qui aura lieu autour du 26 septembre, c'est une invitation aux commissaires de la Commission des finances, que ce soit ceux de la majorité ou ceux de l'opposition, de venir faire des propositions. Donc, avant même la présentation du budget, c'est aussi de favoriser ce dialogue. Enfin, nous, ça va être... vous savez, quand on discute le budget, on aborde tous les sujets possibles, puisque l'on va regarder l'ensemble des politiques publiques. Donc nous, on a envie que les débats se fassent. Je pense aussi que dans les oppositions, il y a envie qu'il y ait du débat. Moi, j'en appelle aux oppositions à avoir cette attitude responsable de dire on va participer au débat, mais on va utiliser ce temps de débat pour donner aussi nos visions politiques. En fait, il faut que ce débat existe et qu'il ne soit pas trop vite interrompu. Il peut simplement être interrompu parce qu'on doit respecter des calendriers. Nous avons 70 jours, le Parlement a 70 jours après le dépôt du projet de loi de finances pour le voter. Utilisons avec une certaine forme de raison le temps à consacrer à chacune des missions budgétaires, par exemple, que nous aurons à regarder. Vous aviez été critiqué avant l'été pour avoir dit pourquoi pas aller chercher jusqu'aux voix du RN si c'est pour voter des textes utiles aux Français. C'est devenu impossible, ça? Mais en fait, la question des voix, c'est fondamental parce qu'on doit toujours rechercher des majorités. Moi, je pense que ce que l'on doit faire, c'est convaincre sur les propositions de nos projets, notre projet, et quand on le définit, de montrer que finalement, ça devient évident que, en fait, pour le bien des Français, pour le bien de la France, il s'agit de pouvoir, voter en faveur de ces propositions que nous faisons. À nous de convaincre, mais quand on cherche des compromis, c'est sans compromission. Les Français s'inquiètent par rapport à la crise de l'énergie qui pourrait s'aggraver. Vladimir Poutine envisage de fermer les vannes si l'Union européenne plafonne les prix comme elle l'envisage. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé de voie? Est-ce qu'au finalement, on ne va pas être plus puni par les sanctions qu'on inflige à la Russie que les Russes eux-mêmes? Non, je pense que là, il faut être très clair sur les sanctions faites à la Russie. On entendrait aujourd'hui des voix qui critiqueraient ces sanctions. Ces sanctions, elles sont là pour préserver notre équilibre européen, de montrer aussi qu'on est capable de ne pas se laisser faire par la Russie. C'est un problème de valeur. C'est pas un problème, justement, c'est que nous avons besoin, et on l'a fait au niveau européen de manière très concertée et très rapide, on a besoin de dire stop à un régime, ou en tout cas à Vladimir Poutine, qui utilise l'énergie comme levier d'affaiblissement de l'Europe. Parce que ce qui se passe en Ukraine, c'est une guerre aussi contre l'Europe. Et que nous, on a besoin de montrer que nous sommes unis, pas seulement pour protéger et adosser l'Ukraine, mais pour protéger ce qu'est notre projet européen.
Mais 74% des Français, selon Elab, considèrent que ces sanctions économiques, elles sont inefficaces. Est-ce qu'il faut passer à autre chose ? Je pense que ce que traduit le sondage Elab, c'est surtout une inquiétude des Français face à ce que leurs réserves l'hiver et les consommations d'électricité ou de gaz. Mais nous avons, par le bouclier énergétique, déjà préservé, et on le voit par rapport à d'autres pays, beaucoup plus de la hausse de l'énergie. Nous avons rempli quasiment à totalité notre réserve de gaz pour avoir justement cette possibilité d'y recourir. Je pense que quand on fait aussi un plan d'appel aux entreprises, aux administrations pour la sobriété énergétique avec un appel à 10% d'économie, c'est aussi aller à non seulement dans la voie du développement durable, mais le fait d'avoir une suffisance énergétique. Mais ça va marcher, ça. Les Français vont répondre à l'appel et collectivement fermer un peu le bouton de chauffage pour faire moins 10%. On le fait déjà aux entreprises et aux administrations, parce que c'est là où c'est les plus gros consommateurs d'électricité. Les Français ont compris aussi, et c'est pas seulement une question de pouvoir d'achat, ils ont compris aussi que l'énergie n'était pas quelque chose qui sortait de nulle part et qu'on était dans un monde fini. On n'est plus dans un monde sans fin et on comprend aussi, et ce ne serait que pour des idées aussi de préservation de la planète, de se dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir autant de consommation. On le voit très bien, regardez la consommation de vêtements, ou peut-être que maintenant, avec la fast fashion, on avait l'impression qu'on pouvait utiliser des vêtements comme ça, on le fait beaucoup plus de manière raisonnée, avec un caractère durable, et c'est pas simplement pour notre porte-monnaie, c'est aussi avec une prise de conscience écologique pour la planète. Auquel nous invite. Mais aujourd'hui, il y a des communes qui n'arrivent plus à ouvrir leurs piscines. Est-ce que cet hiver, des écoles seront chauffées à 13 degrés parce qu'on ne pourra pas payer plus ? Alors, je ne sais pas à combien de degrés seront prévus, mais je pense que on a parfois aussi eu l'habitude de se chauffer peut-être trop, et c'était pas forcément suffisant. En fait, il faut que chacun de nous se dise mais de quoi j'ai besoin et comment ma consommation va pouvoir garantir celle des autres. On n'est pas tout seul. Et je pense qu'on l'a bien vu dans les questions de crise sanitaire, qu'on avait aussi un caractère de responsabilité dans son attitude individuelle qui pouvait garantir le bien-être collectif. Donc aujourd'hui, les questions de chauffage, on peut regarder la question des degrés, mais comme on l'a vu hier, il n'y a pas des polices de température qui seront mises en place. Ça, c'est promis, ça. Il y aura... je crois que ça a été, ça a été confirmé hier. On ne sera pas là à regarder dans chaque foyer à combien... Mais peut-être dans les entreprises et les administrations. Oui, mais je crois que c'est pas la voie qui a été prise. Nous, ce qu'on a demandé à chaque entreprise et administration, c'est de proposer un plan de sobriété pour avoir jusqu'à 10% d'économie sur leur énergie. À eux de choisir quelle est la bonne solution. Est-ce que certains vont se dire je ne vais pas utiliser ce matériel pendant un moment. Voilà, il y a tout ça, mais c'est au libre choix des administrations et des entreprises de proposer leur plan. Céline Calvez, merci, bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup Christophe Barbier. Demain, 7h45, votre invitée sera Isabelle Rome, ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. À demain.